Bonjour mes très chers Padawan, bienvenue dans cette dernière vidéo de réaction à un trailer de Star Wars 9, puisque ça y est, le final trailer est en ligne. Nous allons enfin avoir les dernières bribes d'histoire qu'il va bien nous transmettre, avant que le film arrive en salle et qu'on puisse voir ce qu'il va en être donc de cette fin. Un petit truc par rapport à la bande-annonce qu'il y avait eu au D23, le D23 Special Look qu'il y avait eu il y a quelques mois. Les quelques images qu'il y avait dedans m'avaient donné une suite, une trame en fait qui allait être suivie pendant le film. Je vais voir à la fin de la projection de celui-ci si elle est toujours compatible, et si elle est toujours compatible, je vous la donnerai. Peut-être que si ça se trouve j'ai le déroulé de toute l'histoire de Star Wars 9 sur ce petit cahier, on verra bien. Je m'excuse d'avance pour plusieurs choses, bon les cernes déjà parce que il est tôt le matin et je fais ma vidéo assez, le plus tôt possible une fois que le trailer est sorti pour que elle sorte le plus tôt possible également. Également m'excuser pour le retard des vidéos, je suis plus en vacances en principe, mais je me suis mis à bosser sur Solo Star Wars Story en prévision de la fin d'année, donc j'ai commencé à me refaire l'intégralité des Star Wars, à regarder tout ce qu'il y avait comme bonus, un truc externe, etc. Donc j'ai repris le travail mais j'ai pas repris les vlogs. Donc voilà, ça va arriver dans quelques jours les vlogs, mais je prends un petit peu mon temps, il n'y a rien qui presse pour l'instant, il n'y a rien d'extrêmement urgent. Il y a Joker, mais Joker viendra. Donc voilà, m'excusez vite fait pour le petit temps de redémarrage qu'il y a, mais vous en faites pas, j'ai redémarré, c'est juste que il n'y a rien de visible pour vous. Enfin, je vous invite à rester après la projection de la bande-annonce parce que on va donc essayer de faire une petite section analyse d'images, au lieu de faire juste la réaction au contenu du trailer. Donc voilà, essayons d'avoir une partie plus constructive que de simplement dire si j'aime ou si j'aime pas le trailer de Star Wars 9. Par rapport aux réactions qu'il y avait eu sur la dernière vidéo, encore une fois, ce serait bien qu'on évite de croire que je fais exprès de penser certaines choses. C'est pas parce que je réagis vite à ce qu'il y a à l'image que je pars défaitiste ou que je pars en ayant décidé de détester le film en fait. Allons-y donc pour cette réaction au final trailer de The Rise of Skywalker. J'oublie toujours le « the » d'habitude. Déjà la forêt et le casque font Star Wars épisode 6. Navré mais... Oh, allez, le petit saut là il était neuf. Ou un scénario très mal écrit. Ah, il est encore là. People keep telling me they know me. No one does. C'est pour tous les fans ça? Assez classe. Très sûr. Vous allez voir par rapport à ce que j'ai marqué. Le groupe. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Ouais. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Drôle de bestiole. Ah, c'est pas vrai, le plan devant le truc. Donc Kylo est en train d'aller vers le côté clair, c'est ça? The Force will be with you. Ou c'est l'inverse? Always. Alors on va être honnête, pour une fois, il y a 4-5 plans qui me donnent un peu envie. Et quelques petits frissons, je dois l'avouer. Les montagnes blanches là, qui sont luminescentes, c'est vachement joli comme décor, et pour le coup ça n'a pas encore été vu dans Star Wars. Donc pour le coup ça c'est plutôt joli, le trône de Palpatine a l'air aussi très classe. Reste à savoir sous quelle forme on va le voir, mais bon.
On va se la repasser image par image, au cas où, et puis pour faire des commentaires du coup sur le contenu, et pour faire du coup vite fait une petite analyse visuelle de certains plans. Donc ouais, alors là on a cette forêt avec, donc c'est un petit peu jungle, avec ce casque qui tombe, qui sont très réminiscents de l'épisode 6. Ça me rappelle aussi beaucoup la planète qui présentait dans le premier teaser de Rogue One, mais qui n'a jamais été utilisé. Le premier teaser de Rogue One, c'était une caméra qui survolait une vallée dans une jungle, et toutes les plantations, etc., et qui se levait petit à petit et qui révélait l'étoile de la mort. Dans le trailer, vous voyez, on a eu tout un moment de calme, et d'un seul coup, on a le casque qui tombe et elle qui débarque du côté de l'image. Je pense que dans le film, ce sera un montage beaucoup plus cut, que c'est un plan d'illustration qui va montrer, on va le montrer sur un plan enlever son casque, et on le verra tomber sur le truc d'après, ou alors on verra quelque chose péter derrière elle et projeter son casque, et donc le casque tombe dans le plan d'après. Mais là, du coup, on a eu l'avant cut du film en fait, ce qui sera avant le plan du film, à moins que ce soit un premier plan et qu'on la récupère comme ça pour son entraînement, que ce soit la façon de J.J. Abrams de récupérer son entraînement, ce qui serait pour le coup très Abrams. Vous vous souvenez dans le special look au D23, j'avais dit J.J. Abrams c'est un mec qui, et même dans les premiers teasers, j'avais dit J.J. Abrams c'est un mec qui est basé sur la vitesse, sur le rythme, ces films vont vite, il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment il faut qu'on avance. Peut-être un tout petit peu moins Super 8, qui est celui où je dirais c'est un peu plus cool et relax, mais globalement il y a une idée d'urgence, et cette façon par exemple de démarrer, de prendre une scène in medias res, avec beaucoup de mouvements à l'image et en plein milieu d'une action, c'est quelque chose qui fait très Abrams justement, c'est quelque chose qui aide à donner du rythme à une scène, c'est de démarrer la scène directement dans le rythme, directement dans l'action, y compris parfois avec ce genre de petits plans qui restent sur du vide pendant quelques temps pour permettre une certaine amorce au spectateur qui se demande ce qui va arriver et qui ensuite peut le voir arriver à l'écran et avoir une réaction. On voit le travail des lens flares d'ailleurs, habituel de J.J. Abrams. Je vais couper le son parce que ça va faire des conneries sinon. Des lumières divines aussi, c'est ce qu'on appelle les lumières volumétriques, les lumières qui frappent de la brume, de la fumée, des choses de ce genre-là et qui donc sont marquées en lumière, en volume, pardon. Ce qu'on a là, par exemple, typiquement avec la lumière qui est projetée à l'intérieur de ce vieux vaisseau. Est-ce qu'on est dans l'étoile de la mort et sur la planète où ils sont en train de récupérer un truc, ou est-ce qu'elle est en entraînement là, à essayer de s'entraîner à faire un truc, parce que je croyais qu'elle avait été entraînée à vie à faire ça, parce que elle a passé sa vie à être dans des épaves et des trucs dans ce genre-là. Bon, ici, le genre... C'est pour faire une remarque toute conne quoi, mais quand vous voyez ce genre de plan comme ça dans les films, avec le soleil qui éclaire de derrière, de dos ou de trois quarts dos, de trois quarts, de profil aussi par exemple, il faut toujours vous dire que ce côté-là n'est pas visible par l'opération du Saint-Esprit. Si la lumière principale arrive par derrière vous, vous pouvez pas, avec une caméra en tout cas, parce que les yeux humains sont habitués en fait à s'adapter. Les yeux humains ont un HDR intégré en fait. Nos yeux s'adaptent naturellement à aller chercher les zones d'ombre, de lumière, etc. Les caméras peuvent pas le faire. Donc quand vous avez un plan comme ça, vous avez obligatoirement un projecteur ou un réhausseur qui sont sur le visage du personnage et qui sont à l'exact inverse du soleil. Pour refléter de la lumière sur son visage et que cette partie-là du coup soit visible et pas uniquement celle-ci. Là, ce genre de plan, typiquement, faut se demander ce que ça peut proposer comme reveal, parce que ça peut être juste du Abrams, justement, donner du rythme à un plan avec un plan du coup qui avance. Le truc c'est que tu te dis, bon bah du coup maintenant le plan avance, mais j'ai vu le personnage 3 secondes. Est-ce que vraiment du coup c'est utile de mettre un plan comme ça? Donc généralement un plan comme ça on va le continuer pour montrer autre chose, je sais pas, une autre partie du camp ou une autre partie de l'environnement, un autre truc dans ce genre-là. Le plan qu'on voit ici, donc qui semble être dans un truc de la résistance, j'ai l'impression, encore une fois, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les décors aussi vastes qu'ils le voulaient, donc dès qu'on est dans un décor naturel, la caméra est très ouverte et on a beaucoup de décors, mais vous voyez que dès qu'on est dans un décor un petit peu fermé, on est fermé quoi. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de champ de vision, on n'est pas libre, on n'a pas de grands sentiments d'un environnement large, comme ce qu'on avait pu avoir dans Rogue One par exemple, qui avait réussi à filmer le hangar de la Résistance de façon beaucoup plus impressionnante, parce qu'eux, ils avaient eu le temps de savoir ce qu'ils voulaient filmer, de construire dans la bonne taille, etc. Là, ça fait petit quoi, ça fait cheap. Avec en plus la lumière, la source de lumière extérieure et juste un petit spot là qui les rehausse par le dessus, ça fait vraiment pas ouf. Ici pour le coup c'est un petit peu pareil, le plan est un petit peu bouché pour qu'on ne voit pas trop ce qu'il peut y avoir derrière, et puis il y a ce travail du flou, de la profondeur de champ aussi pour que le fond soit pas trop visible et soit pas trop attire pas trop à l'image. On verra bien ce que ça donnera dans le film, mais c'est pas des plans qui sont très ouf. Le plan d'avant encore, celui-là c'est un plan sur Rose, donc on se dit ça peut être parce que c'est concentré sur le personnage, mais le plan d'avant c'était un plan full, donc ça devrait être beaucoup plus large que ça, un plan full normalement. Donc là on retrouve tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages qui viennent d'avoir des tenues claires d'un seul coup, alors qu'avant ils avaient des tenues plutôt foncées. Je sais pas si ça a un sens ou pas.
Ce vaisseau, là, tout orange sur le côté, c'est encore un X-Wing ou c'est un nouveau modèle ou un truc? Je sais pas. Une corvette. Ce plan, typiquement, je le trouve vachement cheap. Parce qu'on va être dans une scène de tension, ça va être Rey qui attend de voir Kylo Ren arriver en face d'elle. Et au lieu d'avoir un plan qui va... bon, c'est pas mal d'avoir un plan large qui la mette en contexte avec autre chose, mais pour l'instant, on voit pas Kylo Ren arriver en face d'elle. Et on a ce plan, donc, de très loin, qui semble être à moitié en drone, à moitié à l'épaule, avec des mouvements à moitié chelous, etc. Et le plan, en fait, fait très détaché de l'action, au lieu d'être dedans, en fait. Je trouve ça très con de faire le truc comme ça. J'espère que la mise en scène sera un peu différente dans le film final, parce que là, ça te crée un écart, en fait. Ça te sort du combat et ça te sort de leur conflit. Ça t'en éloigne au lieu de le travailler avec un champ contre champ et une opposition qui pourrait y avoir entre les deux. Comme il y avait par exemple au début du premier teaser trailer qu'ils avaient fait avec Rey qui attend le TIE Fighter qui arrive, et on a le champ contre champ entre les deux qui se regardent en chien de faïence. Ça travaille une tension, là beaucoup moins pour le coup. Peut-être que c'est parce qu'ils l'ont déjà travaillé avec le TIE Fighter dans le désert qu'ils le font pas ici, mais un plan comme ça et le plan en réponse, le contre-champ avec Kylo qui débarque, ça me semble plus intéressant que d'avoir un plan qui se recule comme ça d'un coup. Ça, ce plan-là, sur ces montagnes luminescentes, c'est magnifique. Je sais pas si c'est juste de la glace, ou si c'est un minéral particulier, ou je sais pas. Parce qu'il y a une planète de glace, manifestement. Il y a un moment où on voit Kylo débarquer avec son sabre et l'allumer avec un truc de glace, etc. Donc il y a un truc qui se passe dans la glace, a priori. Le plan est magnifique. S'il y avait... Vous voyez le plan qui est à l'image, là, qui doit être là, du coup, pour vous. S'il y avait des plans comme ça dans Star Wars depuis le début, jamais il y aurait eu mes vidéos. Parce que peu importe ce que j'aurais pu penser de l'histoire, il y aurait eu la créativité derrière, il y aurait eu un truc en plus pour te réveiller. Bon non, il aurait fallu une sacrée histoire en plus. Mais au moins les décors ça aurait été là quoi, j'aurais eu ça de moins à reprocher au film. C'est quand même pas compliqué d'être créatif, merde. Bon là c'est pareil du coup, ce gros trône de pierre, bon il y a un gros côté Game of Thrones, hein, je sais pas si c'est voulu. Mais ce côté trône de pierre là, il est enfin différent de tout ce qu'on a vu avant en fait. Il a à peu près la forme classique du trône d'un empereur, mais jusque-là on les a toujours vus avec leur fauteuil de bureau là qui tourne, pour qu'ils puissent faire des retournements dramatiques vers la caméra. Et du coup là pour le coup le vieux fauteuil en pierre avec ses pics derrière là qui sont censés t'instaurer la grandeur du souverain, c'est vachement intéressant, ça a de la gueule pour le coup et ça vend en plus un petit peu d'histoire. Je vous ai dit, c'est aussi ce qui manquait beaucoup par rapport... Ces films réexploitent beaucoup la trilogie, mais arrivent très peu à exploiter vraiment son côté mythologie et histoire, en fait. Vraiment, le côté... le lore, tout le lore qui est à l'intérieur de la saga, ils ont du mal à vraiment le développer et le rendre perceptible. Contrairement à Rogue One, par exemple, qui avait ce truc où il suffisait d'arriver sur la planète et on avait toutes ces anciennes habitations dans les murs qui sont depuis abandonnées, l'une réutilisée par Saw Gerrera pour son groupe. Tu sentais du coup l'histoire avec un grand H du passé du lieu. Là, du coup, tu le sens aussi avec ce plan-là. Ça, pour le coup, plan très James Bondien, mais est-ce qu'il a du coup caché tous ces vaisseaux sous l'eau, dans une planète en dessous de la glace, un truc dans ce genre-là? Est-ce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les trouver jusque-là? Je sais pas. En tout cas, l'image est classe. L'image est plutôt classe quand tu vois le truc sortir comme ça du sol. Et imaginez qu'on ait une image comme ça dans l'épisode 7. Imaginez qu'au début de l'épisode 7, on était dans un truc, genre une cérémonie pour fêter les 30 ans de paix de la galaxie ou un truc dans ce genre-là. Et en plein pendant les 30 ans de paix de la galaxie, d'un seul coup, t'as la croûte qui se fracture et pff, des trucs de l'Empire qui sortent de la Terre, etc. Et l'Empereur qui est là, hey, vous m'avez pas battu. Ça, s'imaginer serait génial. Ça, ce plan-là, il est vraiment très parlant par rapport au style d'Abrams et à ce qu'on va avoir dans cette série. Je vais vous dire vite fait. Dans les dernières lignes de mon analyse, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir du coup à la fin du truc, j'avais marqué combat juste ici. Le Premier Ordre débarque et un combat Premier Ordre rebelle avec les vaisseaux de l'Empire démarre. Et donc je pensais, quand on nous a dit dans l'épisode 8 que la rébellion était morte et qu'il restait plus personne, etc., et qu'ils avaient plus d'alliés, et qu'il y avait 400 pecnos dans la galaxie au début du film et il y en a plus que 20 à la fin, etc. Donc je pensais que la rébellion, la résistance, parce qu'on sait plus comment ils s'appellent, allait venir investir en fait les vaisseaux de l'Empire, que c'était eux, qu'il y aurait eu en fait une course entre la rébellion et le Premier Ordre pour récupérer les vaisseaux de l'Empire et qu'ils puissent donc s'affronter. J'avais pas prévu que J.J. Abrams allait tirer un énorme trait sur tout ce qu'a dit Rian Johnson dans son film précédent, mais à part ça, il n'y a pas de problème pour continuer la saga, et qu'on allait avoir une armée de rebelles entière qui allait débarquer dans l'épisode 9.
de nulle part, alors que tous leurs alliés les avaient abandonnés dans le film d'avant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est extraordinaire quand même. Ça arrive toujours comme au moment où ça nous intéresse, au moment où c'est utile pour le scénario. Et donc c'est intéressant de voir ce truc-là, mais surtout c'est typiquement un truc d'Abrams parce que, vous voyez, l'image déborde, dégueule de détails et de vaisseaux. Et ça, du coup, ça va être son moyen de rendre le côté ultra impressionnant de l'élément final. C'est comme le plan avec tous les vaisseaux de l'Empire alignés dans les trailers d'avant, c'est on va avoir une méga confrontation de vaisseaux, mais au point où on pourra plus distinguer ce qui se passe dedans, quoi. Et on sent que du coup, il y a ce côté où la caméra est un peu perdue, vous voyez qu'elle a du mal à cadrer correctement le Faucon Millenium, et qu'en fait le Faucon Millenium va s'approcher lui en face de la caméra, je pense. Là, j'ai l'impression que c'est lui qui prend le contrôle du cadre, et qu'on va arriver avec le cockpit qui va arriver pile poil en face de la caméra, et que ce sera un plan comme ça où on verra le vaisseau et les personnes qui vont se battre contre le premier ordre en face, enfin arriver en face des personnes du premier ordre, et on va avoir ce plan où le cockpit arrivera juste devant la caméra. Je viens de me passer 4 fois de suite juste cet échange de 3 coups entre Rey et Kylo, et ça n'a déjà pas de gueule. Pan, roulade, pan, et je lève, pan, et tu sens que c'est chorégraphié, quoi, tu sens que c'est pas vivant, ça c'est Et c'est un détail que j'oublie de dire à chaque fois, mais comme beaucoup d'entre vous, j'espère qu'ils vont enfin mélanger un peu de force avec des combats au sabre. On l'a déjà vu balancer son sabre à travers un arbre là dans la forêt quand elle s'entraîne dans le trailer du D23. J'espère que ça veut dire qu'ils vont utiliser un peu plus de force dans les combats, mais pour l'instant, bof. Encore un gros truc qui explose dans l'espace à côté d'un vaisseau, je sais pas si c'est une étoile de la mort encore ou pas, mais bon, on verra bien. BB-8 avec son nouveau petit jouet, son nouveau petit compagnon à vendre, et C3PO avec son nouveau petit jouet compagnon à vendre, avec le petit truc qui est en train de lui réparer le cerveau là. Pourquoi c'est pas Chewie qui est en train de faire ça? Parce que Chewie sait très bien réparer C3PO, il l'a fait plusieurs fois. On verra bien. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire je veux profiter une dernière fois? Est-ce que c'est juste parce qu'il part défaitiste et parce qu'il pense que tout le monde va mourir, ou est-ce que c'est parce qu'on l'a envoyé pour une mission, etc. C'est juste une petite réplique comme ça qui sert bien pour le trailer. Puis le dernier regard, c'est le côté c'est la fin de la saga. Je ne sais pas qui est cette personne avec un casque à côté de Poe. Là, on vient de voir un looping de X-Wing. Alors, est-ce que c'est Poe ou est-ce que ça va être Rey et ça va être s'apparenter avec les Skywalker, ou est-ce que c'est Kylo? Je sais pas. La saga va terminer. Et alors là, est-ce qu'on va pouvoir m'expliquer pourquoi il y a des chevaux moutes? On va faire comme dans Re. Pourquoi il y a des chevaux moutes dans cette partie finale? Vous êtes manifestement sur un vaisseau ou sur une planète où il y a des gros équipements. Pourquoi vous seriez pas sur une bagnole? Pourquoi vous êtes sur des chevaux moutes? C'est des chevaux moutes, c'est des chevaux avec des poils de mammouth et des grandes cornes comme un mammouth. C'est des chevaux moutes. Putain. Donc, qu'est-ce que ça va être encore que ce truc à la con? Ça va encore être le passage vegan de merde? Pourquoi on aurait besoin de chevaux dans un truc comme ça? Et alors ce plan, quelqu'un a encore osé me sortir il y a pas longtemps sur Twitter, comment tu oses appeler cette nouvelle saga la nostalgie? Bah non! Sans deck! Y a rien qui a qu'un côté nostalgique dans cette saga là. Ce plan-là vient pas du tout de l'épisode 5. À tout hasard! J'ai l'impression qu'ils sont en train de détruire le monument à Dark Vador. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent récupérer un truc? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont ensemble, etc. On sait pas trop. Alors là, bon, alors va falloir du coup m'expliquer. Donc on a retrouvé les chevaux moutes. Et là, ils sont dans l'espace, apparemment, les chevaux moutes. Ou bien ils sont dans une atmosphère, sur une planète. Ah, peut-être, parce que les vaisseaux sont sous la glace, donc ils sont peut-être dans l'atmosphère d'une planète et ils sont en train de sortir. Mais tu comptes faire quoi avec des chevaux contre des vaisseaux? Ah, c'est... bon. Cela dit, c'est le côté Star Wars. C'est je peux pas gueuler contre les peluches de merde, là. Les Ewoks. Parce que les Ewoks, c'est un peu l'idée l'empereur a méprisé, en fait, ce truc. C'est trop petit, c'est pas assez important, etc. Et donc, du coup... et c'est aussi en bonne partie le problème avec Jar Jar. Beaucoup de gens pensaient que... Enfin, sont sortis du truc en disant « Jar Jar, il est con, il est machin, etc. » Oui, mais en fait, toute la leçon de l'épisode 1, c'est de te dire qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ce genre d'apparence, en fait. Il parle peut-être de façon pas très intelligente, mais en fait, il est intelligent, il a une valeur, il a des choses à faire valoir, et vous devriez pas le détester juste pour ça. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, mais là, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, quand même. Mais encore une fois, vous avez vu qu'on va se payer une énorme bataille de vaisseaux, hein, comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est Rey devant l'Empereur, c'est ça? Donc du coup, j'ai l'impression que c'est des tubes qui sont en train d'arriver derrière cette chaise, donc l'Empereur est sous respirateur artificiel, en fait, depuis 30 ans. C'est ça, le truc. Et il s'est cassé la gueule au fond d'un puits, et il est sur respirateur artificiel depuis 30 ans.
Et encore, à part ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher la saga d'origine, on va juste récupérer son méchant. Mais on n'a pas besoin de la saga d'origine pour exister. Pas du tout, on est une saga indépendante et qui fait des trucs intéressants, etc. La déconstruction de la trilogie originale. La trilogie originale. Mon cul. Pognon. Du pognon. Un gros plan final sur Rey qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, il y a quand même un travail visuel pour avoir quelque chose d'un peu différent. Une lumière un peu orangée dans les intérieurs qui est pas habituelle dans le film. Dans les films, il y a cette lumière très très forte, bizarre sur le truc de Leia. Il y a l'espèce de tempête sur une planète étrange et un peu dans la nuit avec les vaisseaux de l'Empire, récupérés par le Premier Ordre. Donc, il y a quand même une tentative d'essayer de faire quelque chose de visuellement un peu plus créatif et élaboré que d'habitude. On peut au moins leur reconnaître ça. Voulez-vous savoir quelle est la trame que j'ai prévue pour l'épisode 9 de Star Wars? C'est juste comme ça, pour voir au cas où, mais déjà il y a le petit truc de la confrontation entre les deux armées que j'avais déjà senti avec le trailer d'I-23. Alors, je vous dis ce qui se passe. Pour moi donc, ils sont en train de préparer leur confrontation finale, les deux. Je sais pas si c'est parce que le Premier Ordre est à la recherche donc de cette armée, de cette ancienne armée de l'Empire, ou si c'est juste parce que ils sont en compétition pour récupérer des ressources et se reconstruire tous les deux, parce que le Premier Ordre a aussi pris des gros coups dans la gueule, et la rébellion a besoin de se reconstruire en principe, si l'épisode 8 a marché, mais je vous dis à mon avis ça va être complètement zappé ce truc. Et donc l'objectif va être, au moins pour une des deux équipes, mais je pense pour les deux, de mettre la main sur cette arme, ces vaisseaux que Palpatine a laissés, soit pour les utiliser pour le Premier Ordre, soit pour les détruire pour ce qui est de la rébellion. Je pense que du coup les plans en fait pour trouver où sont cachés ces vaisseaux et où est cachée cette armée vont être cachés dans l'étoile noire, dans l'étoile de la mort, d'une façon ou d'une autre. Soit avec un déplacement en la prenant grâce à des personnages, soit ils le seront dès le début du truc. Nos héros vont la prendre, et donc ils vont se mettre en route, chacun de leur côté, pour aller vers l'étoile noire récupérer le truc. C'est pour ça qu'on a une confrontation entre Rey et Kylo. C'est parce qu'ils vont vers l'étoile noire récupérer les informations par rapport à la flotte. Pour résoudre cette course contre la montre, essayer d'arriver avant le Premier Ordre, ou essayer de pouvoir se préparer à y riposter, je crois que les personnages vont aller chercher une sorte de source de la résistance, ou une source de rébellion, qui va être le groupe qu'on a vu dans le désert dans le trailer d'avant, le D-23, et qui vont avoir, je pense, sous la main tous les vaisseaux qu'on voit du coup dans l'autre. Je pense que ce sera lié à Enfys Nest, ce qu'ils ont créé dans Solo et Star Wars Story. Ce serait un bon moyen d'essayer de mélanger tous les films qu'ils ont sortis là, depuis qu'ils ont racheté Star Wars, sachant que ce Solo, a priori, a très peu de chances d'avoir sa suite. Donc je pense qu'ils vont essayer de récupérer des éléments de Solo pour les mettre du coup dans celui-là, et je pense que Enfys Nest, donc, sera le groupe qu'ils vont aller chercher dans cet épisode 9, ou en tout cas son héritier. À ce moment-là, il y aura une série de MacGuffin, donc de MacGuffin à aller chercher pour les personnages, ou de péripéties, éventuellement par exemple affronter les Chevaliers de Ren, soit un par un, soit en groupe d'un seul coup, mais je pense donc qu'à ce moment-là du film, il y aura ce passage un peu pause et un peu problème et péripéties jusqu'à arriver au climax final qui sera la confrontation entre les deux différentes armées. Les personnages, donc nos différents héros, vont se mettre dans différents vaisseaux, je pense, vont avoir différents trucs, donc tout ce qui est Finn, Rose, Poe, Billy Dee Williams, les nouveaux personnages qu'ils vont rajouter, la nouvelle résistance qu'ils vont aller chercher. Chacun sera dans un vaisseau séparé ou réuni en petits groupes dans certains vaisseaux pour se préparer, et tout le monde va se retrouver après ces petites péripéties sans importance et ces MacGuffin, des objets récupérés pour rentrer dans le truc ou activer les vaisseaux, je sais pas, un truc dans ce genre là, une clé qui active tous les trucs, Kylo Ren qui arrive avec son sabre, et tous les vaisseaux de l'Empire qui sortent en même temps. Et donc là tout le monde se retrouve au même endroit, l'armée de la rébellion qui se prépare, le Premier Ordre qui investit les vaisseaux de l'Empire pour démarrer sa nouvelle flotte. Et on aura Kylo et Rey qui eux vont rentrer probablement à l'intérieur du truc de glace blanc, là bizarre. Il y a un plan où on voit donc Kylo qui arrive avec son sabre devant un truc de glace, je pense qu'il y aura une confrontation qui aura lieu là-bas. Et j'ai l'impression que c'est là-bas qu'est le trône aussi, parce que le trône est devant un truc de glace. Donc je pense que Kylo et Rey vont du coup rentrer dans la chambre, être confrontés à je ne sais quelle version de l'Empereur. J'avais misé du coup soit sur un hologramme, soit sur un clone. Avec tous les tuyaux qu'on voit à l'intérieur, ce sera peut-être l'original simplement, qui s'est pris un énorme truc dans la gueule quand il est tombé de son puits.
Peut-être que Snoke était un clone raté de l'Empereur, ou un truc dans le genre là, je sais pas, ou un vieux pote, un vieux coloc quand il était à l'Académie Sith. Je sais pas trop comment ils vont justifier ce truc-là. Toujours est-il qu'à mon avis, Kylo et Rey vont se retrouver devant l'Empereur, parce que c'est comme ça que se finissent la quasi-totalité des Star Wars, c'est avec un combat devant un Empereur. Enfin... Justement, c'est en ça que la prélogie de Lucas était un reflet et non pas une copie. C'est que ce combat-là était au début de l'épisode 3 dans le truc et non pas à la fin de l'épisode 3. Mais en gros, c'était la même chose que le combat face à l'Empereur à la fin de l'épisode 6, quand on a Luke et Vader qui s'affrontent face à l'Empereur. On aura la même chose, je pense. On aura Kylo et Rey qui s'affronteront devant l'Empereur pour avoir le droit d'être son héritier, pour avoir l'Empire, je sais pas quoi, parce que peut-être que Rey du coup va avoir envie de rentrer dans le côté obscur, ou peut-être que ça va juste être une baston de base pour que Kylo bute Rey et qu'il devienne l'apprenti officiel de l'Empereur. Ou dernière solution, si jamais Kylo et Rey s'allient finalement, mais j'ai du mal à avoir l'impression qu'ils sont vraiment alliés dans le truc, s'ils s'allient, peut-être un combat des deux face à l'Empereur en même temps. Ce serait un peu de l'overkill étant donné que le mec s'est déjà tapé une chute monstrueuse et qu'il est sous respirateur artificiel, mais peut-être. Le truc sur lequel j'étais vraiment parti, c'était sur le fait que Rey, en fait, l'Empereur donc offrera ses pouvoirs à celui qui restera, et celui qui restera d'ailleurs sera un des plus puissants de la galaxie, puisqu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs dans la galaxie. Et donc je dirais que si Kylo ne revient pas du côté de la lumière, Rey en fait va se sacrifier pour pouvoir buter l'Empire. C'est-à-dire qu'elle va tuer Kylo pour devenir du coup l'apprenti de l'Empereur et le dernier apprenti du côté obscur, être du coup plus puissant que l'Empereur, buter l'Empereur, et ensuite se buter elle-même pour mettre fin au Sith, ou bien juste ne pas utiliser le côté obscur et rendre son sabre à la fin et arrêter d'être une Jedi ou un truc dans ce genre-là, mais je sais pas, ça me paraîtrait moins marquant. Voilà, c'est ça qui m'est venu en tête pour la fin de cet épisode 9. Si vous vous demandez ce qui est derrière, c'est des notes, des réécritures pour le hors-série sur Stanley Kubrick que j'avais pris en note sur ce cahier-là. Quand je suis en train de faire le montage, je reprends ça juste certaines phrases à certains moments pour refaire certaines parties. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce final trailer de Star Wars épisode 9. Et mes petites prédictions, mes petits pronostics pour ce qui sera du déroulement du scénario. Je vous préviens, j'ai pas vu tout ce qui est les leaks qu'il y a sur internet et toutes les histoires qui auraient fuité, les trucs dans ce genre-là. D'une part, j'ai pas envie de me gâcher le film, mais d'autre part, je suis vraiment pas sûr que ce soit de vrais leaks. Abrams a une grande tradition pour réussir à gérer les attentes et les leaks justement de scénario et les trucs dans ce genre-là, et je pense que, par exemple, s'il y a genre 3 versions d'un scénario qui ont leaké, il doit y en avoir une qui est bonne et les autres qui sont fausses. Et je me demande même si toutes les versions qui ont leaké seraient pas fausses, pour se faire de fausses idées, pour croire que le film va aller dans un truc et finalement, devant le film, être face à autre chose que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, je ne me suis pas inspiré de ça, je les ai pas vus et je me suis pas inspiré de ça pour faire mon récit à moi. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va valoir, hein. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça vaudra quand ce sera sur un écran, donc on se retrouvera pour la sortie et la critique de l'épisode 9. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!